Rome aimait se voir comme la civilisation. Des routes, des lois, des aqueducs, des temples, des forums, des statues, des bibliothèques. Une machine politique et administrative qui se voulait rationnelle, organisée, supérieure. Rome se présentait comme la lumière du monde, la force qui apportait l'ordre et la paix au peuple dit barbare. Mais sous cette façade de marbre et d'ordre existait un autre monde. Un monde souterrain, invisible pour la plupart, un monde fait de couloirs, de cellules, de portes verrouillées et de cris étouffés. Un monde que le public ne voyait jamais, mais sans lequel le spectacle romain ne pouvait pas fonctionner. Nous sommes entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ. Dans tout l'Empire romain, plus de 250 amphithéâtres fonctionnent en même temps. Chaque grande ville, chaque centre régional important possède son arène. Des dizaines de milliers de spectacles sont organisés chaque année. Des millions de spectateurs y assistent. Le divertissement est devenu une industrie, une institution d'État. Une partie essentielle de la vie politique et sociale romaine. Les empereurs le savent, les gouverneurs le savent, les élites le savent. Donner des jeux au peuple, c'est acheter la paix sociale, c'est canaliser la colère, c'est détourner les frustrations, c'est aussi rappeler qui détient le pouvoir de vie et de mort. Les gladiateurs ne sont pas des héros. Contrairement à ce que racontent les films et les légendes, ce ne sont pas des champions libres, ce sont des esclaves, des prisonniers, des condamnés. Juridiquement, ils ne sont pas des personnes complètes, ils sont des biens, des corps appartenant à des écoles, à des propriétaires, ou directement à l'État. Ils sont entraînés pour tuer et pour mourir. Ils vivent enfermés dans des casernes. Ils mangent, dorment et se battent selon un emploi du temps réglé par d'autres. Leur valeur se mesure en victoire et en capacité à divertir la foule. Quand un gladiateur gagne, il ne reçoit pas seulement des applaudissements, il ne reçoit pas seulement une couronne ou un geste du pouce. L'organisateur des jeux, appelé l'éditeur, peut lui proposer différentes récompenses. De l'argent, du vin, un repas, un lit propre pour une nuit. Ou autre chose. Les sources antiques parlent d'un prix charnel. Un privilège accordé aux vainqueurs. Ce n'est pas un mythe moderne. Ce n'est pas une invention tardive. Des auteurs romains comme Suétone, Tacite, Juvénal ou Martial en parlent dans leurs textes. Pas avec horreur. Pas avec indignation. Avec le ton froid et administratif de ceux qui décrivent une coutume normale, une pratique intégrée au fonctionnement de la machine impériale. Ces récompenses ne sortent pas de nulle part. Elles proviennent directement des guerres de conquête. La Gaule, la Germanie, la Bretagne, la Dacie et bien d'autres régions encore. À chaque campagne militaire, des dizaines de milliers de prisonniers sont faits. Certains sont exécutés, d'autres sont vendus. D'autres encore sont envoyés dans les mines, dans les champs ou dans les écoles de gladiateurs. Le reste devient une main-d'œuvre disponible pour les besoins de l'État romain. Des marchandises humaines, des stocks vivants. Pour Rome, ce n'est pas un crime, c'est un droit de conquête. Les vaincus appartiennent aux vainqueurs, c'est la loi du monde. C'est ainsi que Rome justifie tout. Le philosophe Sénèque, pourtant stoïcien et moraliste, écrit après avoir assisté au jeu qu'il rentre chez lui plus cruel qu'il n'en est sorti. Il explique que ces spectacles transforment les hommes, qu'ils les rendent plus durs, plus indifférents, plus violents. Ce qui se passe dans l'arène n'est pas seulement un divertissement, c'est une école de déshumanisation. C'est un entraînement collectif à ne plus voir les autres comme des êtres humains. Au-dessus, 50 000 personnes crient, applaudissent, rient, réclament du sang. En dessous, sous le sable, existe un autre monde. Un monde de couloirs étroits, de cellules fermées, de pièces sombres, de portes qui se verrouillent de l'extérieur. Le public ne le voit pas. Mais l'Empire, lui, l'a organisé. Tout est prévu, tout est structuré, tout est planifié. Rome ne se contente pas de tuer ses ennemis. Elle les transforme en objets. Elle les transforme en outils politiques. Elle les transforme en éléments d'un immense système de domination et de spectacle. Et c'est là que commence la véritable histoire, pas celle des héros et des combats glorieux, mais celle d'une civilisation qui a appris à transformer la souffrance en routine, la violence en institution et la mort en divertissement. Ce qui rend le système romain réellement terrifiant, ce n'est pas seulement la violence, c'est son organisation. Rome ne fonctionnait pas sur le chaos. Elle fonctionnait sur l'administration, sur les registres, sur les procédures, sur les chaînes logistiques. Tout ce qui se passait dans l'arène et sous l'arène était géré avec la même rigueur que la distribution du blé ou la collecte des impôts. Les responsables des jeux ne s'occupèrent pas seulement des gladiateurs et des animaux. Ils géraient aussi les prisonniers, leur origine, leur âge, leur état physique, leur affectation. Tout était noté, tout était classé,
tout était suivi. Les textes antiques et les vestiges archéologiques montrent que les amphithéâtres étaient de véritables complexes industriels du spectacle. Sous le sable de l'arène se trouvait un réseau dense de couloirs, de salles de stockage, de cellules, de monte-charge et de pièces techniques. On y faisait circuler les fauves, les décors, les combattants, et on y gardait aussi les captifs. Ce monde souterrain ne servait pas seulement à préparer les combats, il servait à gérer toute la mécanique humaine du spectacle. Certaines pièces étaient prévues dès la construction. Elles faisaient partie du plan. Ce n'est pas de l'improvisation, ce n'est pas une dérive, c'est une infrastructure pensée par des architectes et financée par l'État. Des personnes capturées à des milliers de kilomètres pouvaient être transportées à travers l'Empire, passer par des camps militaires, être enregistrées, puis envoyées vers ces complexes de spectacle. Pas par hasard, par organisation, par planification. Juvénal et Martial parlent de ces distributions comme de formalités, comme on distribuerait des primes ou des rations. Ils décrivent des vainqueurs faisant un choix parmi les captifs, non pas comme un événement exceptionnel, mais comme un rituel connu de tous. Ce qui glace le sang, c'est le langage utilisé. Les documents et les descriptions parlent de transfert, de durée, de retour. Des êtres humains traités comme du matériel, comme des outils temporaires, comme des objets que l'on emprunte et que l'on rend. Pourquoi Rome faisait cela? Dès à bord pour une raison simple et froide. Le coût. Une récompense en or coûte cher, une récompense prise sur les stocks de prisonniers ne coûte rien. L'Empire transformait ainsi ses guerres en ressources. Chaque conquête alimentait la machine du divertissement. Chaque victoire militaire devenait aussi une réserve humaine. Ensuite, il y a la raison politique. Le message. Tacite explique que Rome ne voulait pas seulement vaincre ses ennemis, elle voulait les briser, les détruire moralement. Leur faire comprendre que résister ne menait pas seulement à la mort, mais à la disparition totale de toute dignité. Rome gouvernait par la peur, autant que par les lois. Après certaines grandes campagnes, comme celle de Trajan en Dacie, des milliers de prisonniers furent amenés à Rome. Parmi eux se trouvaient des membres des élites locales, des familles de chefs, des personnes respectées dans leur propre monde. Le message était clair, même vos plus hauts rangs ne sont rien face à nous. Le système était si bien huilé que les responsables des jeux travaillaient directement avec les autorités militaires. Les conquêtes alimentèrent les arènes. Quand les guerres ralentissaient, certaines sources antiques notent que les organisateurs de spectacles devaient revenir à des récompenses plus classiques, comme l'argent. Cela montre une chose glaçante. Le fonctionnement normal du spectacle romain dépendait d'une arrivée régulière de nouveaux prisonniers. Le divertissement de masse reposait sur une économie de la conquête permanente. Même les espaces souterrains étaient entretenus par du personnel spécialisé. Des esclaves chargés du nettoyage, de l'éclairage, de la préparation des salles. Tout était pensé pour que la machine continue sans interruption. La discrétion ne servait pas à protéger les captifs. Elle servait à maintenir l'illusion que ce qui se passait en dessous ne faisait pas partie du spectacle officiel. Comme si changer de niveau changeait la nature morale des actes, des formulaires administratifs retrouvés dans plusieurs villes montrent un langage standardisé. Nom, origine, affectation, durée, retour prévu. Le vocabulaire est celui de la gestion de stock, pas celui de la gestion humaine. Cela montre à quel point la déshumanisation était complète. Ces personnes existaient plus comme individus. Elles existaient comme lignes dans un registre. Rome ne voyait pas des êtres humains, elle voyait des ressources. Ce système avait aussi un effet psychologique sur les gladiateurs eux-mêmes. Ce sont des esclaves, des hommes privés de liberté. Mais le système leur offrait parfois une position intermédiaire. Eux aussi avaient quelqu'un en dessous d'eux. Eux aussi pouvaient, pour un instant, ne plus être la chose, mais celui qui commande. Rome créait ainsi une pyramide de domination. Chacun écrasait celui qui était plus bas, et chacun obéissait à celui qui était plus haut. L'État n'avait même pas besoin de surveiller tout le monde en permanence. Le système se maintenait par ses propres mécanismes. Il distribuait la peur, et il distribuait aussi de petites parcelles de pouvoir. Tout cela n'est pas un accident. Ce n'est pas une dérive. C'est une politique, une méthode, une civilisation qui a décidé que la domination devait être totale, jusque dans les corps, jusque dans l'intimité, jusque dans l'humanité même. Et ce qui est le plus troublant, c'est que pour Rome, tout cela est normal, administratif, logique, nécessaire. Comme lever un impôt, comme construire une route, comme organiser un recensement. La machine tourne en permanence, et presque personne ne cherche à la remettre en question. Un système comme celui-là ne peut pas exister sans la participation silencieuse de toute une société. Rome ne fonctionnait pas seulement par la force, elle fonctionnait par l'habitude, par la normalisation, par la peur aussi. Les sénateurs, les chevaliers, les marchands, les artisans, les familles,
Tous savaient ce qui se passait dans les arènes et sous les arènes. Personne ne pouvait l'ignorer. Les convois de prisonniers traversèrent les villes. Les préparatifs étaient visibles. Les rumeurs circulaient. Et pourtant, presque personne ne parlait. La raison tient dans un concept central de la culture romaine, la dignitas. L'honneur social, le rang, la réputation, la place dans la hiérarchie. Remettre en cause les jeux, c'est remettre en cause l'Empire lui-même. Et remettre en cause l'Empire, c'est se placer en danger. Tacite raconte l'histoire d'un sénateur qui osa poser une question sur certaines pratiques liées au spectacle. Il ne cria pas dans la rue, il ne fit pas de discours enflammés, il posa simplement une question lors d'une séance officielle. Quelques semaines plus tard, il fut accusé de trahison. Sa fortune fut confisquée. Il mourut en exil. Le message était limpide. Regarder, applaudir, ou au minimum, se taire. Sous certains empereurs, quitter un spectacle avant la fin pouvait être interprété comme un acte hostile. Rester signifiait obéir. Partir signifiait soupçon. Même le corps du spectateur devait rester en place. Sénèque décrit des gradins remplis de pères et de filles, de mères et de filles. Les enfants grandissaient dans ce décor. Ils apprenaient très tôt ce qui était considéré comme normal. Ils apprenaient à applaudir. Ils apprenaient à détourner les yeux quand il le fallait. Ils apprenaient surtout que la souffrance des autres faisait partie de l'ordre du monde. La cruauté devenait culturelle. Elle devenait un réflexe. Elle devenait un bruit de fond permanent. Ce qui se passait sous le sable était invisible, mais tout le monde savait. Et ce savoir silencieux liait toute la société. Les gladiateurs eux-mêmes étaient pris dans cette logique. Ce sont des esclaves, des hommes privés de liberté. Mais le système leur offrait parfois une position intermédiaire. Eux aussi avaient quelqu'un en dessous d'eux. Eux aussi pouvaient, pour un instant, ne plus être la chose, mais celui qui commande. Rome construisait ainsi une pyramide de domination. Chacun écrasait celui qui était plus bas, et chacun obéissait à celui qui était plus haut. L'État n'avait même pas besoin de surveiller tout le monde en permanence. Le système se maintenait par lui-même. Il distribuait la peur, et il distribuait aussi de petites parcelles de pouvoir. Parfois, cependant, le système allait trop loin, même pour Rome. Pas parce que la violence choquait, mais parce qu'elle touchait les mauvaises personnes. Sous le règne de Commode, empereur fasciné par les combats, certaines limites furent franchies. Selon Cassius Dion, Commode commença à utiliser non seulement des prisonniers étrangers, mais aussi des citoyens romains liés à ses ennemis politiques. Des familles tarouins de sénateurs furent touchées. Un jour, les gardes vinrent chercher la fille d'un homme influent. Son père tenta de s'interposer. Il fut tué sur place. Ce jour-là, ce ne fut pas la compassion qui provoqua la colère des élites, ce fut la peur. Si cela pouvait arriver à eux, alors plus personne n'était à l'abri. Peu de temps après, un complot se forma. Commode fut assassiné. Pas pour avoir été cruel, mais pour avoir brisé la règle tacite qui séparait ceux qui comptent de ceux qui ne comptent pas. Il y eut aussi des moments où même la foule montra un malaise. Sous Néron, après le grand incendie de Rome, des groupes entiers furent exécutés dans les arènes. Tacite raconte que certains spectateurs, pourtant hostiles à ses victimes, commencèrent à quitter les gradins. Pas pour protester, simplement parce que le spectacle devenait trop difficile à supporter. Les sorties furent bloquées. Rester devint obligatoire, ce détail est un révélateur. Même le refus silencieux de regarder était perçu comme dangereux. Rome ne demandait pas seulement l'obéissance, elle demandait la participation. Ce système avait besoin de témoins. Sans public, il nie à pas de spectacle. Sans spectacle, il nie à pas de message. Le message étant que Rome peut tout prendre, tout décider, tout transformer en divertissement. La plupart des gens ne se voyaient pas comme des monstres, ils se voyaient comme des citoyens normaux, des parents, des travailleurs, des patriotes. Ils se disaient que ce n'est pas eux qui ont créé le système, qu'ils ne font que vivre dedans, qu'ils ne peuvent rien y changer. C'est ainsi que la machine continue. Chacun se sent petit, chacun se sent impuissant, et l'ensemble devient gigantesque. Ce qui peut être le plus troublant, c'est que ce système ne reposait pas seulement sur la peur, il reposait aussi sur l'habitude, sur la routine. Aller au jeu, c'est comme aller au marché, et comme aller au bain, comme aller au temple. Une activité normale, intégrée à la vie, la violence devient un paysage. Et quand la violence devient un paysage, elle ne choque plus, elle structure, elle éduque, elle façonne. Rome ne gouvernait pas seulement des territoires, elle gouvernait des esprits. Et elle leur apprenait, jour après jour, à accepter l'inacceptable. Ce que disent les historiens romains sur ces pratiques est peut être encore plus troublant que les pratiques elles-mêmes. Non pas à cause de ce qu'ils racontent, mais à cause de la manière dont ils le racontent. Suétone, Tacite, Juvénal, Martial,
Cassius Dion. Ce sont eux nos principales sources. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont parfois assisté, et pourtant, la plupart du temps, ils écrivent avec un ton froid, administratif, presque indifférent. Suétone décrit ces pratiques comme il décrit la distribution du blé ou l'organisation des fêtes publiques, comme un élément normal de la vie impériale, une procédure parmi d'autres. Il ne moralise pas, il ne condamne pas, il constate. Martial, lui, adopte souvent un ton satirique. Il se moque des contradictions romaines. Il se moque d'une société qui se prétend civilisée tout en célébrant la souffrance. Mais sa critique vise surtout l'hypocrisie, pas le système lui-même. Il montre le malaise, mais il ne propose pas de rupture. Juvénal est plus acerbe encore. Dans ses satires, il décrit une Rome corrompue, obsédée par le spectacle, incapable de voir sa propre dégradation morale. Les pratiques de la reine apparaissent chez lui comme un symptôme parmi d'autres, la preuve que quelque chose cesse brisé dans l'âme de la cité. Mais là encore, il ne parle pas de réforme, il parle de décadence comme d'une fatalité. Tacite est celui qui se rapproche le plus d'une condamnation morale. Lorsqu'il décrit certaines scènes sous le règne de Néron, il écrit que, même pour des ennemis de l'État, les châtiments dépassaient que la justice. Cette phrase est importante. Dépasser la justice, dans la bouche d'un Romain, c'est déjà admettre que la machine est allée trop loin. Mais Tacite reste prudent. Il critique, il nuance, il suggère. Il ne dénonce jamais frontalement le système dans son ensemble. Cassius Dion, qui écrit plus tard, avec davantage de recul historique, adopte encore un autre ton. Chez lui, la critique est surtout politique et stratégique. Il explique que certaines pratiques ont alimenté des révoltes, créé des martyrs, renforcé la haine contre Rome dans les provinces. Autrement dit, le problème n'est pas tant la souffrance causée, mais le fait que cette souffrance finit par produire des conséquences dangereuses pour l'Empire. C'est une critique de gestion, pas une critique morale. Même Sénèque, pourtant profondément choqué par ce qu'il voit, ne va pas jusqu'à demander l'arrêt du système. Dans ses lettres, il écrit que les spectacles rendent les hommes pires, plus durs, plus cruels. Il avoue qu'il en sort transformé. Mais il ne propose pas de solution. Il se contente de constater les dégâts sur l'âme humaine. Ce silence est révélateur. Il montre à quel point ces pratiques étaient enracinées dans la structure même de la société romaine. Elles n'étaient pas vues comme des anomalies. Elles faisaient partie de l'ordre du monde. Ce que nous appelons aujourd'hui des atrocités était, pour eux, de la gestion impériale. Ce que nous appelons aujourd'hui des crimes était, pour eux, des procédures. Ce que nous appelons aujourd'hui de la barbarie était, pour eux, la civilisation en action. C'est peut-être là le point le plus dérangeant. Rome ne se voyait pas comme un empire cruel. Elle se voyait comme un empire ordonné, efficace, rationnel. Les routes fonctionnaient, les impôts entraient, les villes prospéraient, les spectacles distrayaient les foules. Tout semblait marcher. Et au cœur de cette machine bien huilée, la déshumanisation était devenue normale, presque invisible. Quand Hannah Arendt parlera bien plus tard de la banalité du mal, elle aurait pu décrire Rome. Des fonctionnaires qui remplissent des registres, des administrateurs qui organisent des flux, des citoyens qui regardent sans trop se poser de questions, des intellectuels qui écrivent sans jamais appeler à tout renverser. Chacun fait son travail, chacun a ses raisons, chacun se dit qu'il nie et pour rien, et le système continue. Ce qui est frappant, c'est que Rome n'a pas chuté parce qu'elle était faible. Elle a chuté après des siècles de puissance. Elle a chuté après avoir conquis presque tout le monde connu. Elle a chuté après avoir transformé la domination en habitude, en routine, en spectacle. Quand les arènes ont finalement fermé, des siècles plus tard, le monde avait changé, mais les pierres étaient encore là. Et ces pierres racontent une histoire différente de celle des guides touristiques. Elles racontent l'histoire d'une civilisation qui a confondu ordre et humanité, puissance et justice, organisation et morale. Rome a dominé le monde. Mais elle n'a jamais vraiment dominé sa propre part d'ombre. Et c'est peut-être pour cela que cette histoire nous parle encore aujourd'hui. Parce qu'elle montre que le danger ne vient pas seulement de la violence brute, il vient des systèmes, des habitudes, des routines, de ce qui devient normal. Une civilisation qui transforme la souffrance en procédure finit toujours par perdre quelque chose d'essentiel, pas en un jour, pas en une génération, mais lentement, jusqu'au moment où elle ne reconnaît même plus ce qu'elle est devenue.